Merci de votre patience, vous l'avez compris. Merci d'être aussi nombreux pour cette rencontre. Vous l'avez compris, l'entrée a été un peu compliquée par l'organisation de cette marche blanche entre l'Institut du monde arabe et le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, et qui va se terminer fort heureusement aux arts et métiers, sans quoi l'entrée du musée serait complètement bloquée, et qui a suscité une fréquentation importante. Beaucoup de personnalités étaient là, la ministre était là, ce qui fait que évidemment l'accès au musée a été pendant un instant, enfin pendant quelques dizaines de minutes, un peu empêché. J'espère que vous n'en avez pas trop pâti. Alors nous organisons aujourd'hui cette journée, enfin cette rencontre, pour de très nombreuses raisons qui se conjuguent, j'ai envie de dire. Et la première, c'est un événement que nous avons au musée, qui est la présentation de Didi, donc l'enfant Didi, itinéraire d'une œuvre spoliée 1921-2023, qui est une œuvre magnifique de Chana Orloff. Alors j'oscillerai entre Chana et Chana, parce que la famille a pour coutume de dire Chana, et nous, hommage, on a plutôt tendance de dire Chana. Et que donc les petits-enfants de l'artiste, ici présents, Ariane Tamir et Eric Jussman, ont pu récupérer après 15 ans de démarches difficiles, laborieuses, judiciaires, auxquelles d'ailleurs le musée a été associé, et j'ai moi-même été amené à les accompagner au tribunal à 3 reprises pour témoigner. Ce que je n'ai d'ailleurs pas fait parce que l'avocat en face avait des pratiques totalement dilatoires, ce qui a fait que sur le fond, la chose n'a jamais été jugée. C'est pour dire que les maisons de vente qui prétendent tout faire pour que les restitutions se fassent au mieux, c'est le stress, ne sont pas toujours aussi vertueuses qu'elles ne prétendent l'être, et en l'occurrence on en a eu là un exemple tout à fait flagrant. Alors cette présentation, je vous invite vivement à aller la voir après la rencontre, si vous n'y êtes pas allé avant. Parallèlement, il y a au musée Zadkine une rétrospective Chana Orloff absolument formidable, où on découvre vraiment une partie importante de l'œuvre et des aspects que pour ma part je ne connaissais pas. Et je dis pour ma part parce que depuis une dizaine d'années, Hommage, c'est une œuvre qui m'est devenue de plus en plus familière et à laquelle je suis, et je ne suis pas le seul, c'est le cas de toute l'équipe, de plus en plus attachée. On lui avait donné une place importante dans l'exposition Chagall Modigliani Soutine Paris pour école, dont Pascal Samuel avait été la commissaire. Elle est aussi la commissaire de l'accrochage itinéraire d'une œuvre spoliée. Je dis au passage d'ailleurs, parce que c'est assez émouvant, que la scénographie, qui est une scénographie très légère et très élégante, est due à l'arrière-petit-fils de l'artiste, qui porte le nom de son arrière-grand-père, Harry Justman. Voilà, je le dis en passant, et je le félicite pour cette réalisation qui est très belle. Cette rencontre est aussi l'occasion d'élargir la question à la problématique, non pas des œuvres spoliées, musées nationaux, récupération, qui ont tenu le devant de la scène pendant quelques décennies, en gros depuis la publication du musée disparu d'Hector Feliciano dans les années 80, 1985, si j'ai bonne mémoire, peut-être quelques années après, je ne sais plus, mais d'œuvres spoliées qui n'ont pas été récupérés par l'État, qui ne sont donc pas dans les musées en attente que des propriétaires spoliés se manifestent, mais qui sont en main privée, comme l'était Didi jusqu'à il y a 15 ans, et comme le sont, par exemple, les quelques cent et quelques sculptures de Chana Orloff qui ont disparu de l'atelier lors de son pillage sous l'occupation, et comme les autres exemples qu'on verra aujourd'hui. Voilà, mais je voudrais pas être trop... Et donc il s'agit de démarches d'une nature tout à fait différente, que mènent les familles avec l'aide de la mission de recherche et de restitution des œuvres spoliées entre 1933 et 1945. J'y suis arrivé, que dirige David Zivi, et qui a d'ailleurs, j'en profite pour le dire, donc, mais vous le savez puisque c'est dans le programme, a été le commanditaire de 2 podcasts formidables réalisés par Léa Weinstein sur Didi, et puis d'une série sur les spoliations plus large qui a précédé ces 2 derniers podcasts. Je crois que c'est ça qu'on entendra aujourd'hui, hein.
Voilà. Et je termine simplement sur une note tragique, mais qui est que du côté de la famille israélienne qui est restée en Palestine ottomane après que Chana Orloff est venue en France en 1910, puisque la famille avait émigré en Palestine venant d'Ukraine en 1905. Des descendants qui habitaient le kibbutz Be'eri ont subi le massacre du 7 octobre. 3 sont morts et 7 sont otages. Voilà, donc cette journée leur est dédiée. Merci beaucoup. Si vous avez, je range là. Oui, ça n'appelle pas d'applaudissements, je vous remercie. Bien. Alors, voilà, continuer, c'est regarder devant. Continuer, c'est d'essayer de faire ce qu'on fait tous les jours au musée. Travailler sur nos collections, faire des expositions. Et puis aborder ce sujet, en tout cas, on y tenait aujourd'hui, sous l'angle des spoliations, bien sûr, mais surtout des restitutions. Vous proposez, dans cette rencontre, d'échanger avec 3 familles, 3 histoires différentes, 3 histoires de spoliation, mais aussi 3 histoires de restitution, 3 histoires donc d'une certaine manière de réparation. Donc de regarder ça de manière constructive, aussi parce qu'on a de plus en plus d'informations, même si ça fait 80 ans que ces œuvres ont été spoliées. On a de plus en plus d'informations grâce à la numérisation, grâce aux banques de données, grâce au travail qui est réalisé à la fois par les institutions, le ministère, les avocats, les chercheurs de provenance. Donc tout ça fait que le travail que nous menons tous ensemble, un peu comme une chaîne, chacun à sa manière, sur les restitutions, fait sens encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Il y a une actualité aujourd'hui très forte sur ce sujet. Alors, comment va se dérouler cet après-midi ? Nous allons d'abord présenter 3 histoires familiales. Bien sûr, l'histoire de la famille Chana Orloff avec Ariane Tamir à côté de moi et Eric Jossman. Et puis ensuite, toujours une histoire de spoliation d'ateliers d'artistes avec Sylvia Arburger, que je remercie de venir présenter l'histoire de la spoliation de l'atelier de son père, Francis Arburger. Et puis on terminera ce panel avec Gilberte Caronzer, que je remercie aussi pour sa présence, qui est une histoire de restitution d'une œuvre qui a été spoliée à un collectionneur cette fois, et qui est une restitution toute récente, puisqu'elle date de cet été, juillet 2023. Voilà. Alors on va commencer, on aura à peu près 3/4 d'heure là ensemble de présentation. L'idée ensuite c'est de vous donner la parole, que vous puissiez aussi interroger les familles, parce que je pense que ces histoires peuvent faire écho à vos propres histoires. Et puis ensuite, après cet échange avec la salle, on écoutera en effet un des 2 podcasts donc, qui a été réalisé par la mission de recherche-restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, donc service du ministère de la Culture. Voilà pour le programme. Alors on commence par la famille Chana Orloff, puisque cette rencontre est en écho, vous l'avez compris, avec la présentation de l'installation qui est faite autour de Didi, donc cette fameuse sculpture qui a été restituée, elle aussi, c'est relativement récent, parce que c'était que janvier 2023. Et là, je me demande où est ma zapette. Voilà. Alors, avant même de vous montrer Didi, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu dans la salle, je trouvais important de rappeler un lieu, parce que ces histoires de spoliation, c'est aussi des histoires liées à un lieu. Ce lieu, c'est le 7 bis Villa Seurat. qu'Ariane et Eric vont pouvoir peut-être nous présenter, parce que vous avez l'un et l'autre, en tant que petits-enfants de Chana Orloff, grandi Villa Seurat. Pour certains, vous y habitez encore. Et vous avez depuis toujours conservé l'œuvre de Chana, vous en êtes occupé, mais vous avez aussi eu à cœur de rendre ce lieu accessible au public, de le restaurer. Et c'est un des lieux rares et uniques, je pense, aujourd'hui à Paris. Vous pouvez visiter un atelier d'artiste tel qu'il était dans l'entre-deux-guerres. Enfin, tel qu'il a été conçu, puisque celui-ci a été fait en 1927, c'est ça 26, par Chana Orloff. Eric, peut-être si vous voulez nous dire quelques mots justement sur ce lieu, puisque c'est au 7 bis Villa Seurat que tout va se passer. Mais est-ce qu'avant, peut-être sur cette architecture, parce que Chana,
le fait réaliser alors qu'elle est devenue une artiste à succès, alors qu'elle est reconnue. Enfin, ça commence, hein, le travail de reconnaissance est en chemin. On est après 1925, après la première acquisition d'une œuvre par l'État français. Et elle choisit donc de se faire construire un atelier qui va aussi lui servir de logement au 7 bis Villa Seurat, donc dans le 14e arrondissement. Et elle va choisir pour ça, c'est une femme moderne, c'est une artiste de son temps, donc elle va choisir elle aussi un architecte de son temps. Alors oui, donc Chana Orloff fait construire cette maison quelques mois après avoir reçu la Légion d'honneur. On est en 1926. Elle fait appel à Auguste Perret, qu'elle connaît bien. Elle l'avait rencontré dès 1916, mais surtout en 1923, elle fait son portrait. Et probablement à ce moment-là, elle sympathise avec lui. Et donc, elle va lui commander cette maison atelier où, en fait, on va voir que tout l'argent, toute l'énergie, ça va être pour les ateliers. D'abord, sur la rue, on a un grand atelier d'exposition. Avec l'idée de pouvoir se passer de galériste, mais aussi de pouvoir organiser des petites expositions de groupe. En fond de parcelle, on a l'atelier de travail, qui à l'époque était vraiment complètement fermé. Et puis à l'étage, on a un petit appartement qui fait 60 mètres carrés avec 2 chambres. Alors toute la maison à l'époque était extrêmement bien meublée, hein, par notamment 2 grands designers, Francis Jourdain et Pierre Charot. Évidemment, tous ces meubles vont disparaître avec 147 sculptures durant la guerre. Alors aujourd'hui, c'est un lieu qu'Ariane et moi, on fait visiter en visite conférence, en général les week-ends, hein, sur réservation. En fait, on avait ouvert en l'an 2000 pour les Journées du patrimoine et on s'est aperçu que vraiment le public était au rendez-vous. Et puis sont venus aussi beaucoup de conférenciers qui nous ont demandé de faire régulièrement des visites avec des groupes constitués. Et puis, depuis 2019, donc, on ouvre ce lieu au public. Alors, je disais, tout va en effet se passer Villa Seurat. J'ai quand même mis une photographie de Chana Orloff. Alors là, on est début des années 20. Une photographie que j'aime beaucoup. On la voit comme ça à côté de la sellette et à côté de la sculpture, hein, parce que c'est vrai que sa vie et son travail étaient vraiment très liés. Et on le disait tout à l'heure, on est dans ces années de l'entre-deux-guerres, donc des années de réussite professionnelle, hein, pour elle, puisque en 1937, elle expose à l'Exposition internationale. Avant, elle expose aux États-Unis, à Chicago, à New York. Elle expose à Tel Aviv en 1938. Elle a une vraie carrière internationale, elle expose également en Hollande. Ses amis ne cessent de lui dire qu'elle devrait peut-être partir. Sa famille ne cesse de lui dire qu'elle devrait peut-être retourner à Tel Aviv. Mais Chana décide de rester. Chana décide de rester notamment parce qu'elle a un fils et qu'elle est installée à Paris et qu'elle est, on va dire, plutôt optimiste. Voilà. Néanmoins, la guerre arrive, l'occupation. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots, Ariane, sur ce qui va se passer pendant l'occupation du côté de Chana, puis après on reviendra sur ce qui va se passer à l'atelier. Alors, ils ont essayé de partir, hein, en 40 en même temps que tous les Parisiens. Et puis, elle se retrouve en Charente-Maritime, ne sait pas où aller, compte bloqué, etc. Elle va finir par demander l'autorisation de revenir à Paris. Là, elle écrit à ses amis américains, elle va demander un visa qu'elle n'obtiendra, mais son fils ne l'obtenant pas, elle ne va pas le laisser là. Et quand même, elle écrit à ses amis américains en disant, bon, c'est pas gai, mais on ne nous embête pas. La vie à peu près, bon, elle ne peut pas exposer, elle ne peut pas vraiment travailler, elle ne peut pas faire photographier ses œuvres, etc., etc. Mais ils n'ont pas trop de tracasseries, si on peut dire. Et puis, je raccourcis quand même, en 42, vous imaginez à peu près vers quelle date, enfin, mi-juillet, un ami très proche, on pense que toute une chaîne, des listes sont sorties par un commissaire de police, c'est sûrement arrivé à son fondeur qui a prévenu Jean Paul. On ne sait pas exactement lequel frappe à leur porte, mais l'un d'entre eux frappe à leur porte en leur disant « Partez dans l'heure, vous êtes sur des listes ». C'est comme ça que mon père et ma grand-mère échappent à la rafle du Veldiv.
Ils vont partir dans la plus grande panique, oubliant tout ce qu'ils avaient éventuellement préparé, des papiers, de l'argent. Elle était optimiste, mais elle était quand même pas naïve. Hein. Elle avait fait quand même quelques préparations. Et ils vont partir donc et puis se réfugier chez des amis, changeant d'endroit chaque jour. Dans la maison, pendant ce temps-là, eh bien, on vient les chercher, on ne les trouve pas. La maison est mise sous scellé. Et puis je crois que c'est seulement en 43, mars 43, si je ne me trompe pas, qu'un camion, nous on a longtemps pensé que c'était une unité spéciale de la Wehrmacht, mais maintenant je crois qu'on discute un peu de ça, que ça pourrait être les autorités qui concernaient les affaires juives. Quand on prenait les maisons, on les vidait. Donc ce camion vient pour vider la maison. 147 sculptures, les beaux meubles, les luminaires, sa collection privée évidemment. Enfin, les sculptures, c'est les plâtres, les pierres, les bois, enfin tout. 147 sculptures, c'est toute sa vie en fait. Il y a vraiment, il reste quasiment rien. La maison est occupée par un médecin qui la loue, qui essaye de l'acheter. Heureusement, ça ne se fera pas et quand elle reviendra, puisqu'elle reviendra, elle pourra récupérer une maison en ruine, bien sûr, mais quand même une maison, ce qui est important. Je les ai laissés... Alors, ce que sont devenues les sculptures... Alors, attendez, peut-être avant, on peut dire que pendant qu'à l'atelier, effectivement, donc elle part, elle passe en zone sud d'abord, et puis elle arrive à passer clandestinement avec son fils en Suisse. Exactement, en oui. décembre 1943, et elle va rester donc en Suisse de décembre 1943 à août 1945. Et c'est finalement seulement en 1945, parce que vous avez pu conserver beaucoup d'archives, que son amie Nora Kars se rend à l'atelier et lui envoie un télégramme. Et dans ce télégramme est mentionné voilà, que tout a été vidé à ce moment-là. Oui, il y a plus que ça, il y a un acharnement, voilà. Vraiment. Tout a été vidé ou cassé, ou il ne reste pas une prise électrique, un bouton de porte. Enfin, il y a vraiment... Quand même, quelques témoins disent que aussi quelques portraits avaient été pendus avec des fils barbelés, comme si c'était des personnes humaines, en fait. Mais bon, c'est des témoignages après, donc on n'a pas pu... Il n'y a pas de photos, de choses comme ça. Mais en fait, elle, quand elle peut revenir, elle revient, et puis... sa résilience à elle, c'est la sculpture. Elle se remet tout simplement au travail sans... Comme elle une chanceuse aussi. Oui, et puis elle s'était déjà précédemment remis au travail. Je propose là trois documents qui sont des documents issus des archives suisses, puisque quand elle passe la frontière, elle est arrêtée par la police avec Eric Jossman, son fils. Et elle va être... comment dire ils vont accepter qu'elle reste en Suisse, parce que tout le monde n'a pas pu rester en Suisse. Tous ceux qui sont passés clandestinement n'ont pas pu y rester. Elle est autorisée à rester, mais sous résidence surveillée avec Eric, avec Elie, son fils. Voilà. Donc comme vous nous le disiez, donc l'atelier est entièrement vidé, donc l'ensemble des œuvres. Mais quand un atelier est vidé, Sylvie Arburger aussi nous en parlera, c'est pas simplement les œuvres qui partent, c'est aussi l'outil de travail, c'est-à-dire il n'y a plus rien pour travailler, il n'y a plus un bloc de bois, il n'y a plus de ciseaux pour sculpter, il n'y a plus de sellettes pour travailler, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lit d'ailleurs, il n'y a plus de table, il n'y a plus rien. 147 sculptures disparaissent. Et très récemment, donc, il y a cette sculpture qui est réapparue, elle réapparaît en 2008. Ariane, est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte de la réapparition de cette sculpture ? C'est un peu grâce à Internet, on pourrait dire, parce que je reçois un mail, tout simplement, d'une personne qui donne un nom qui s'avérera être un prête-nom par la suite, disant « j'ai une sculpture, voilà, une photo, j'aimerais bien que vous m'en confirmiez l'authenticité ». Et puis me donner aussi une certaine valeur pour cette œuvre que j'adore, etc. Bon, je ne lui ai même pas encore répondu que je reçois un autre mail d'une maison de vente de New York qui dit « on vient de nous confier une sculpture, même photo, et à peu près même demande, confirmer l'authenticité, etc. » Bon, nous, ce qu'on a à l'époque, c'est des petites listes
crayonné, en fait, avec des fautes, etc. Pas très bien. Il en manque une partie, c'est des petits feuillets. Alors, voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que dans cette liste, il y a un bois qui s'appelle Mon Fils ou Didi, qui mesure environ 80 et quelques centimètres. Et j'ai une autre piste, parce qu'il y a quand même eu un catalogue raisonné et ce sujet a été évoqué. Pudiquement, la personne qui a fait le catalogue, quand ça avait été spolié, ce que nous on appelle spolié, elle avait marqué disparu. Donc quand on trouvait le mot disparu, nous on savait que c'était en fait spolié. Et cette sculpture, la dernière trace qu'on en a, en fait, c'est une exposition en 1935 à Amsterdam. Et puis après, on ne la voit plus, mais surtout dans ce catalogue d'exposition, c'est indiqué de la main de Chana Orloff. Enfin, ce n'est pas le catalogue, c'est les feuilles de prêt en quelque sorte, où elle dit pas à vendre. Donc c'est vraiment une sculpture qu'elle ne voulait pas vendre et qu'elle voulait garder pour probablement son fils, tout simplement. Alors justement, parce que je gardais ça... Justement, qui est Didi? Qui est le personnage représenté? Voilà, là, il y a la sculpture. Et puis, peut-être que cette photographie permet de comprendre. Peut-être, Eric, si vous voulez prendre le relais pour nous dire qui est Didi et pourquoi cette sculpture a un sens et une valeur particulière pour l'artiste. Alors, Didi, c'est simplement son fils, qui s'appelle Elim et qu'elle appelle Didi dans les sculptures. C'est son fils à 3 ans, c'est une sculpture qui date de 1921, c'est un très, très joli bois. Et c'est vrai que quand moi je l'ai vu revenir à l'atelier le 26 janvier dernier, quand j'ai ouvert la caisse, j'ai été évidemment très ému de voir en fait mon père à l'âge de 3 ans. Et je trouvais aussi cette sculpture... être un bois exceptionnel en fait. Je trouvais que c'était vraiment, elle avait une expression incroyable. Alors ceci dit, je n'étais pas non plus complètement objectif, puisque c'est mon père. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une œuvre majeure de Chana Orloff. Et je remercie vraiment d'ailleurs le MAGE d'accueillir cette sculpture maintenant ici. C'est nous qui vous remercions de nous la prêter. Donc c'est vrai que c'est une œuvre magnifique, c'est une œuvre de 1921, c'est une de ses probablement plus belles sculptures en bois. Et comme vous l'avez compris, donc c'est son propre fils et elle sculpte son fils. Donc là, vous voyez Chana avec son fils dans les bras. Elle n'est pas encore à l'atelier que vous avez vu tout à l'heure, c'est dans son atelier de la rue d'Assas, donc l'atelier précédent. Et vous voyez autour d'elle une maternité où vous voyez la mère avec l'enfant et l'enfant et la mère font vraiment corps. Hein, c'était vraiment un sujet, l'amour maternel est un vrai sujet de travail pour l'artiste. Vous avez, alors ici, voilà. Et ici, on a la première sculpture de Didi, qui est vraiment cette tête, uniquement, elle sculpte simplement la tête de son fils. C'est aussi une très belle pièce. Et puis, dans celle-ci, vous avez la mère et l'enfant qui font un seul corps. Et puis, avec Didi, ici, à l'âge de 3 ans, on a vraiment l'enfant qui existe, qui s'est détaché du corps de sa mère et qui vous regarde très frontalement. Elle l'a traité avec elle a stylisé les formes, mais on retrouve, comme elle en avait le talent, toute l'expression de l'enfant est restituée avec ses 2 joues comme ça, très gonflées. C'est un corps plein de vie. Alors, vous nous avez rappelé le contexte. Donc, la sculpture réapparaît en 2008. Vous nous avez mentionné qu'elle revient à l'atelier en 2023. Mais alors, qu'est-ce qui se passe entre 2008 et 2023, c'est-à-dire pendant 15 ans? Alors, dans un premier temps, et simultanément, on prévient le possesseur et la maison de vente que cette sculpture fait partie des œuvres spoliées. Et on envoie aussi le dossier, on leur envoie un dossier qu'on a pu constituer avec justement les feuilles tamponnées par les autorités de l'époque dans les déclarations qu'elle a faites à son retour en 1945 ou en 1946. Et on prévient aussi le FBI
parce qu'on veut arrêter la vente, tout simplement stopper la vente. Le FBI réagit immédiatement, en effet, stoppe la vente et ordonne à la maison de vente de conserver cette sculpture, de ne pas la rendre jusqu'à ce que les choses s'éclairent. Bon, ça prendra pas mal d'années parce qu'au départ, cette maison de vente nous entraîne dans la négociation. On n'est pas contre, on se dit on peut négocier avec la personne, lui montrer que de notre bonne foi, que l'idée n'est pas de le spolier à son tour. On est prêt même à faire un petit échange, quelque chose peut-être d'un peu plus modeste, mais en fait, on essaye vraiment de négocier. Et en réalité, encouragé par la maison de vente, qui à chaque fois nous relance, on dit non, mais recommencez, peut-être que vous devriez lui proposer autre chose, etc. À chaque fois, on obéit gentiment. Et le temps passe et on n'a en fait jamais de réponse. Aucune réponse. Il y a un mur en face, il n'y a personne qui... Tout le monde était d'accord que c'était une œuvre spoliée, mais bon, il n'avait pas tellement envie de la rendre. Et là, je vais laisser mon frère qui... Alors, on va dire que l'affaire s'enlise un petit peu. L'affaire s'enlise, on prend un avocat américain qui, bon, fait 2-3 choses, mais ce n'est pas très efficace. Et puis une rencontre avec une voisine. Je n'aime pas qu'on parle de ça, mais on va le faire quand même. Oui, donc il se trouve qu'on a discuté avec une de nos voisines qui est juriste internationale, professeure émérite, qui est Catherine Kessédian, et qui nous dit, mais vous savez, vous pouvez agir en France. L'ordonnance de 45 permet une action, y compris aux États-Unis. Et donc, à partir de là, elle va contacter notre avocate Corinne Herkovitch. Et puis, parallèlement, on va être aussi soutenu et conseillé à la fois par la mission et David Zivi, mais aussi, effectivement, par Paul Salmona. Il y a différents scénarios qui sont ébauchés. À un moment, on comprend que le possesseur serait d'accord pour faire une donation dans un musée américain qui lui permettrait une défiscalisation totale. On monte un dossier avec le mage à cette fin, mais finalement, le possesseur ne veut donner qu'à un musée américain. Et ne veut absolument pas que la pièce arrive en France. Sans qu'on sache d'ailleurs les raisons de ce choix. En tout cas, grâce à Catherine Kessédian et Corinne Herkovitch, en fait, on se lance dans une procédure. Le possesseur meurt et son héritier comprend qu'il peut nous rendre la sculpture et c'est ce qu'il va faire. Voilà, donc c'est finalement moins la pression de l'action en justice associée à la disparition du détenteur qui font que l'œuvre va vous être restituée, quoi, que son successeur lâche l'affaire, si je puis dire. Oui, tout à fait, c'est ça. Et en fait, un compromis assez vite trouvé. C'est vrai que avec Paul Salmona, on a été plusieurs fois au tribunal et à chaque fois l'affaire a été remise à une autre séance et en fait, d'une certaine manière, l'attaque était un peu épuisée et donc un compromis nous paraissait intéressant dans la mesure où il était possible. Merci Eric. Alors, je voulais quand même... Alors là, vous avez vu 2 pages d'une liste manuscrite qui est beaucoup plus longue et dont on montre un facsimilé dans la salle de présentation, écrite de la main de Shana Orloff. Mais je voulais aussi rappeler qu'elle a également réalisé des listes très précises de l'ensemble des choses qui avaient disparu, l'ensemble du mobilier qui avait disparu, commodes, armoires, table, tabouret, fauteuil, casserole, etc. Voilà. Et puis, ça, c'est donc puisqu'il y a 3 listes, dont 2 tapuscrites, une des listes tapées à la machine à partir de la liste manuscrite que vous venez de voir. Donc, 15 ans après, retour à la maison.
15 ans après, retour à la maison, c'est vraiment une grande satisfaction, une grande émotion en fait. Alors c'est dur de trouver une transition, il n'y en a pas vraiment, mais l'idée c'était de proposer au public cet après-midi des éclairages différents avec des histoires différentes. Alors Sylvie, je vais vous passer la parole pour nous parler pour nous parler de Francis Harburger. Alors peut-être, Chana Orloff, vous êtes un peu plus familier, surtout maintenant avec l'exposition au musée Zadkine qui vient d'ouvrir. Pour Francis Harburger, peut-être dire quelques mots avant de vous donner la parole, puisque Francis Harburger est un artiste plus jeune, hein, c'est la génération après Chana Orloff. Lui est né en 1905, il est né à Oran, il vient ensuite à Paris faire ses études. Et il vient d'abord aux Arts Déco, d'ailleurs comme Chana Orloff, puis ensuite il fait l'école des Beaux-Arts, toujours à Paris, puis il rentre à l'atelier de fresquiste. Il va commencer à exposer et à vendre son travail dans les années 30. Alors, vous nous avez apporté aussi une photographie qui le représente, alors cette fois-ci âgé. Et vous, Sylvie, en tant que fille de l'artiste, vous avez depuis 15 ans, une fois que vous avez, j'ai envie de dire, eu votre propre vie professionnelle, vous avez pris à bras le corps l'œuvre de votre père, d'abord pour en faire le catalogue raisonné. Et puis c'est dans le cadre de ce travail de recherche sur le catalogue raisonné que vous êtes mise à rechercher justement ces œuvres qui avaient été produites avant-guerre et qui avaient disparu au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors peut-être Sylvie, je peux vous laisser présenter, peut-être si vous voulez aussi compléter sur votre père et votre démarche. Voilà, et vous mettre ce très beau tableau des Lavandières, qui est une des nombreuses œuvres qui ont disparu de Francis Harburger. Oui, merci. Mon père, si je parle simplement de la période de la guerre, il est mobilisé en 1939. Et quand il revient quand il est mobilisé en septembre 1939, il revient donc en juin ou juillet 1940, et à ce moment-là, il se rend compte que la situation est dangereuse s'il reste à Paris, et il décide de quitter son appartement et son atelier de Paris pour retourner, entre guillemets, en Algérie, où il y a encore beaucoup de familles. Donc, les œuvres, il laisse son appartement en l'état, qui est donc un appartement atelier, comme Chana Orloff. C'est un atelier dans le 18e arrondissement, rue Égésip-Moreau, qui s'appelle aujourd'hui la Villa des Arts, qui est une cité d'artistes qui existe toujours. Donc cet appartement atelier est garni évidemment de tous ces tableaux. Et en mars 1940, lors d'une permission, il décide de confier une quinzaine d'œuvres, de ses œuvres à lui et de sa collection, de les entreposer dans la chambre forte de l'Alliance israélite universelle qui se trouve 45 rue La Bruyère. Et cette différence de localisation des tableaux est intéressante, puisque dans mon travail, je découvre deux circuits différents qu'ont suivi ces œuvres, deux parcours différents. Donc, après la guerre, il revient donc à Paris je ne sais plus le mois, enfin en 1945. Et à ce moment-là, il se lance, il cherche ses œuvres, puisque c'est comme pour Chana Orloff, c'est toute sa production, toute sa création d'avant-guerre qui a disparu. Et donc, j'ai moi aussi des listes du mobilier qui a disparu, de ses œuvres qui ont disparu et de sa collection. C'est-à-dire les œuvres de ses confrères ou amis qui ont disparu. Alors, donc, par rapport aux archives,
lorsque j'ai commencé mon travail sur le catalogue raisonné, il fallait que je réussisse à identifier les œuvres réalisées par l'artiste avant-guerre. Puisque un catalogue raisonné, c'est un inventaire le plus exhaustif possible de l'ensemble de la production artistique. Donc, j'ai dû me plonger effectivement dans les dossiers de la spoliation, qui était en l'occurrence un dossier très consistant que mes parents avaient constitué et gardé. Et donc, j'ai trouvé des dossiers archives spoliation avec toutes les listes de courriers, d'échanges, de recours auprès de la commission de récupération artistique, enfin, énormément de documents papier qui m'ont été très utiles dans ma recherche, puisque là, il y avait un certain nombre d'œuvres qui étaient nommées, qui étaient identifiées, avec quelquefois le format, la technique, enfin les éléments de précision. Donc le tableau que vous aviez mis en premier, on va peut-être revenir dessus. Il a une histoire très originale parce que mon père le retrouve au marché aux puces de Vanves en 1948. En février 1948, un de ses cousins lui dit qu'il a vu un de ses tableaux au marché aux puces. Alors mon père saute dans un taxi, va le voir et le rachète. Et ce qui est très original, donc du coup c'est évidemment un circuit qui n'a pas fait l'objet pour le moment de beaucoup de recherches historiques, mais mon père retourne voir le marchand, qui était une femme, et il lui demande, donc c'est la diapo d'après, mais à qui avez-vous acheté, c'est la note manuscrite, à qui avez-vous acheté ce tableau? Alors là, Madame Chevalier dit, je l'ai acheté à Monsieur Lecomte, 3 rangées derrière. Mon père va voir Monsieur Lecomte, à qui l'avez-vous acheté? Lecomte, il dit, j'ai acheté, etc., etc. Il remonte jusqu'à la vente qui est faite par un huissier de justice de Sceaux. Et mon père va le voir 2 fois de suite et lui dit « Mais pour le compte de qui est-ce que vous vendiez ce tableau ?» Et là, l'huissier de justice donne le nom du vendeur, qui s'appelle le Comité ouvrier de secours immédiat, le COSI, qui est un organisme collaborationniste créé en 1942. Donc là, mes recherches me conduisent à approfondir ce que mon père, en fait, a déjà découvert, sauf que lui, il ne savait pas ce que c'était que le COSI, et que moi, grâce aux archives, j'arrive à savoir ce que c'était que le COSI. Donc c'était un organisme créé en 1942, après les bombardements alliés sur Boulogne-Billancourt, sur les usines Renault de Boulogne-Billancourt, créé pour porter secours aux ouvriers, enfin aux gens qui avaient perdu leur maison, leur mobilier, puisqu'il y a eu beaucoup de dégâts avec ce bombardement de 1942. Et donc, c'est un organisme qu'on appelle humanitaire, une association humanitaire qui donne des meubles aux sinistrés, tout ce qu'il faut, qui s'occupe des enfants, les emmenant à la campagne, etc. C'est un organisme humanitaire. Sauf que, enfin pas sauf, mais qu'est-ce qu'il donne, d'où ça vient ce qu'il donne aux sinistrés? Eh bien, ça vient des biens spoliés. Ça vient de l'amende du milliard que payent les Juifs de la zone nord, et ça vient de ce qu'on trouve dans les appartements. Donc, ils avaient stocké les meubles et tout ce qu'ils trouvaient dans les appartements dans un... Donc là, avant, on voit, donc on a quelques images des camions du COSI qui font des déménagements d'appartements juifs. Et oui, donc ils stockaient tout ça dans une usine qui avait été réquisitionnée pour le compte du COSI, qui était une usine de chocolat, qui s'appelait usine Rosan à Montrouge, et ils stockaient tout dans un certain local rue Perrier à Montrouge. Et j'y suis allée, j'ai retrouvé les lieux, donc j'ai compris que c'était très pratique. Il y avait plusieurs cours intérieurs, des grands espaces de stockage.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce COSI était un petit peu un organisme à double face, en quelque sorte. Un côté humanitaire, qui est le côté qui a été reconnu et valorisé quand ils ont été jugés au moment de la libération. On a mis en avant ce côté humanitaire. Et un côté mafieux, où ils vendaient les œuvres qu'ils avaient récupérées dans les appartements. Donc cette recherche que j'ai conduite à son terme, enfin je pourrais encore continuer, mais disons, j'ai eu la preuve de l'ensemble des éléments que finalement mon père avait trouvé. Il a prévenu évidemment le ministère des Beaux-Arts, un avocat, etc. Et il n'a pas pu, de son vivant, aller plus loin sur cette histoire du COSI, mais maintenant, mais vous, oui. Nous avons voilà, des éléments tangibles qui démontrent l'ensemble de cet élément. Alors, vous avez enquêté sur les biens spoliés par le COSI, mais vous avez également remonté d'autres pistes. Alors, ce serait intéressant. Oui, alors j'ai une autre piste. Donc, je fais l'hypothèse que ce tableau qui se retrouve au marché aux puces vient de l'appartement atelier de la rue Hégésippe-Moreau. Voilà, on en a ici derrière vous la photo. Voilà. Alors, c'est donc ce tableau s'appelle Les Lavandières. Il vient d'être restauré. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'image précédente. Il est plus lumineux qu'il l'est là. Et on le voit donc dans l'appartement, dans l'atelier. L'image où on voit ma maman sur un canapé, c'est dans l'atelier en 1934. Voilà. Alors, l'autre circuit, c'était la première diapo, c'est je trouve également des éléments, par hasard, en travaillant sur les archives. Donc, c'est plutôt la diapo avec les archives. Ah, pardon. La première. Voilà, c'est la diapo de droite, où, dans les archives américaines, je trouve un jour, en cherchant ce qu'on appelle une property card, c'est-à-dire une carte d'identité du tableau, en tapant par hasard, enfin pas par hasard, sur les conseils de Didier Schulman, qui est l'expert en la matière sur cette question des spoliations, il me dit évidemment, Sylvie, vous avez regardé les property cards de Wiesbaden. Alors je dis non, pas encore, j'avais aucune idée de ce que c'était, et je rentre à la maison, et sur mon ordinateur, je tape Property Card Wiesbaden, Harburger. Et je tombe sur cette fiche en haut à droite où j'ai la description d'un tableau et surtout une photo. Et moi, cette photo, c'est pas le fils de l'artiste, c'est sa maman. C'est sa maman, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère que je trouve sur une fiche des archives américaines. Alors je me dis, bon ben là, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et donc, je cherche dans ces archives qui sont heureusement numérisées. Donc, je peux faire ça depuis mon ordinateur. Et je trouve 11 tableaux de mon père dans les archives américaines avec ces fameuses descriptions qui sont très précises, où on a la taille du tableau, on a la signature avec même quelque chose de fascinant ici, c'est que la signature, c'est FH et que la personne qui fait la fiche, entre parenthèses, écrit Harburger, point d'interrogation. Donc là, vous savez, ce sont les Monument Man qu'on a connus grâce à un film qui font ces fiches et on voit que ce sont des professionnels puisqu'ils ont le talent de décrire extrêmement précisément les tableaux. Alors à partir de là, donc ayant trouvé ces fiches, je creuse l'histoire et je suis effectivement un petit peu original dans ma démarche puisque j'arrive à avoir une traçabilité en quelque sorte de l'œuvre et de savoir entre le moment où elle est volée et le moment où elle est restituée, qu'est-ce qui se passe. Donc, où est-elle volée? Et c'est ça la chose que je comprends a posteriori, c'est que c'était un des tableaux qui était dans la chambre forte de l'Alliance israélite universelle. Et l'Alliance israélite universelle a été entièrement vidée de tous ses livres, puisque, comme vous savez, c'était une des plus grandes bibliothèques judaïca de France, entièrement volée de tous ses livres, tout de suite quand les Allemands sont arrivés à Paris, c'est-à-dire en début août 1940. L'ensemble de 600 caisses sont parties en train à Francfort
parce qu'à Francfort, il y avait un institut d'études juives qui accueillait l'école des cadres du parti nazi. Et donc, comme c'était des livres, c'était utile pour comprendre la culture juive. Et tous ces livres sont arrivés à Francfort. Alors, si on peut mettre le circuit, peut-être. On a quand même vu en grand donc, le portrait de votre grand-mère, c'est ça? Pardon. C'est votre grand-mère, là. C'est ma grand-mère. Là, voilà, ma grand-mère. Donc, ce tableau a été restitué. Celui de ma grand-mère, en haut à gauche, comme vous voyez. Et elle était décrite dans la fiche, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, comme ayant un costume noir et vert. Et c'est un portrait d'une femme, voilà. Alors, le tableau d'en haut à droite, c'est un portrait de ma maman qui a été restitué. Et en bas à droite, c'est un nu qui a été restitué. Ce sont les 3 tableaux qui ont été restitués à l'artiste en 1961. Alors, et donc, voilà, j'arrive à reconstituer le parcours. Donc, ces tableaux sont volés à l'Alliance en août 40. Ils sont transférés à Francfort, c'est ce que je vous ai dit. De Francfort, les Allemands, par crainte des bombardements, les dirigent vers Ungen, qui est un château pas loin de Francfort, dans la Hesse. La diapo suivante, ce sont les Américains qui, en février 1945, avec, comme vous savez, les fameux Monument Men qui accompagnent l'armée américaine, découvrent le château de Ungen et découvrent qu'il y a énormément de tableaux à Ungen, dont beaucoup de tableaux venant de France. Il y a par exemple 100 Degas qui sont identifiés à Ungen. Et à partir de là, les Américains répartissent en quelque sorte ce qu'ils trouvent à Ungen entre différents dépôts qu'on appelle des collecting points, c'est-à-dire ils regroupent ce qu'ils trouvent par catégorie. Donc il y a un dépôt pour les livres qui est à Offenbach, il y en a un pour les tableaux qui est à Wiesbaden, etc. Donc les tableaux de mon père vont d'abord à Offenbach puisqu'ils se trouvent dans des caisses où il y a aussi des livres. De là, ils vont à Wiesbaden où il n'y a que des œuvres d'art. Et c'est là que les choses se compliquent parce qu'on peut imaginer, puisque à Wiesbaden, il y a à la fois les Américains, les Français, par exemple Rose Valland, on voit des photos de tous ces experts qui regardent les œuvres pour les restituer. Mais le drame, entre guillemets, ou disons la complexité, vient du fait que les tableaux de mon père ne sont pas identifiés à Wiesbaden comme appartenant à Francis Harburger. Et ils tombent entre guillemets, dans une catégorie qui s'appelle bien juifs non identifiés, qui sont transmis à une organisation américaine qui s'appelle le GIRZO, qui est fondée par des juifs américains pour être le successeur juridique des biens en déshérence. GIRZO, ça veut dire Jewish Restitution Successor Organization. Et donc, ils sont à Nuremberg, donc les tableaux de mon père partent à Nuremberg. Et de Nuremberg, là, ce fameux GIRZO répartit les œuvres qu'ils ont récupérées entre les musées américains, les musées européens, et le jeune État d'Israël, qui vient d'être créé et qui demande envoyez-nous des œuvres que vous avez récupérées de tous ces juifs qui sont tous morts. Et là, les tableaux de mon père prennent le bateau de Brême à Haïfa et partent en Israël. Et ils arrivent au musée qui s'appelle le musée Betzalel à l'époque de Jérusalem. Alors, comment j'arrive à reconstituer tout ça? Eh bien, grâce à ces fameuses property cards que vous avez vues au début, qui sont extrêmement précises, qui disent la date à laquelle le tableau arrive à Wiesbaden, la date à laquelle il part, sous la responsabilité du GIRZO à qui il est confié, et ensuite, dans les archives israéliennes, je trouve le nom du bateau, le numéro des caisses dans lesquelles ces tableaux voyagent jusqu'à Israël. Et
Ils arrivent en Israël, j'en ai la preuve, puisque dans les archives du musée de Beth-Salel, les archives manuscrites, je trouve la liste des tableaux. La question ensuite qui reste en suspens, c'est la dernière diapo, c'est que le musée d'Israël restitue 3 tableaux à mon père, comme vous avez vu, alors qu'ils en ont reçu 10, et 1 à moi en 2008. Voilà. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas expliquer, j'ai des intuitions, j'ai des hypothèses, mais je n'ai pas de preuves de ce qui se passe à ce moment-là dans les années 50 en Israël. Voilà un petit peu le chemin emprunté par ces tableaux, qui est un grand périple. Un énorme travail de recherche. C'est un grand périple. Et puis surtout, ça nous éclaire sur les multiples voies possibles de la spoliation. C'est-à-dire, on parle très souvent de l'ERR, on parle très souvent de l'action meuble, mais il y en a encore d'autres. Et avec le COSI, vous avez fait une recherche qui nous permet d'éclairer un sujet dont on ignorait tout. C'est-à-dire, comme l'a dit Paul Salmona en introduction, là, on ne parle pas des tableaux qui sont dans les musées, on parle des tableaux qui étaient dans des appartements, et en l'occurrence des ateliers, mais qui ont donc suivi des parcours tout à fait différents de ce qui s'est passé avec les tableaux des grands maîtres ou des grands collectionneurs qui se sont retrouvés au musée du jeu de paume, qu'on peut tracer de façon, disons, qui est aujourd'hui mieux connue, quoi. Oui. C'est important, je crois, de le souligner en effet, parce que je crois que votre papa et probablement Chana ont été pillés, enfin leur atelier a été pillé comme une confection de vêtements aurait pu être pillé, un cordonnier, enfin voilà, ou un appartement personnel. Oui, c'est l'outil de travail, c'est pas le collectionneur qui était recherché, listé. C'est pas du tout le circuit de l'ERR là dont on parle. C'est ça. Et alors du coup, les restitutions sont aléatoires, c'est-à-dire tout d'un coup un tableau ou une sculpture réapparaît. Donc dans mon cas, il n'y a pas de tableau. J'allais vous demander, depuis la publication du catalogue raisonné, est-ce qu'il y a des œuvres qui sortent? Non, depuis l'apparition du catalogue raisonné, je n'ai pas retrouvé les tableaux parmi ceux que mon père a nommés comme étant des tableaux spoliés. J'ai retrouvé des tableaux d'avant-guerre. Donc c'est intéressant pour moi, pour compléter ma connaissance de l'œuvre. Mais avant-guerre, mon père a exposé, il a vendu, il y avait des collectionneurs. Donc je ne peux pas suspecter un tableau qui arrive sur le marché d'avoir été un tableau volé. Si je ne l'ai pas dans la liste que l'artiste a donnée comme étant un tableau volé, je fais plutôt l'hypothèse que c'est un tableau qu'il a vendu avant-guerre. Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, on va finir avec le 3e cas. Alors, Gilberte Caron-Hauser, voilà, vient de s'afficher derrière vous l'image donc de l'œuvre qui a été restituée à votre famille pas plus tard que donc cet été, en juillet 2023. Donc je vous présente la magnifique, la sensuelle Madeleine pénitente par Adriaan van de Wreef, donc un tableau peint en 1705. Et c'est un tableau donc qui appartenait à Lionel Hauser. Peut-être que vous pouvez nous le présenter. Alors vous nous avez justement transmis 2 photographies que je vais successivement montrer. Là, ici, avec ses 2 fils. Et puis, ici, avec son épouse. Donc, je suis très touchée par ce que j'ai entendu, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de choses similaires. J'ai l'impression d'être un peu dans une pièce de théâtre avec une unité de temps, de lieu. Et du coup, moi, ce que je voulais faire, c'est raconter l'histoire de Gilles, en fait, un enfant de 8 ans qui part en train, emmené par un ami de la famille, et il ne sait pas très bien où il va. Il raconte que dans ce train, à un moment donné, il s'arrête dans une gare, les Allemands montent dans le train, ils ont très peur. On lui a demandé, il a répété qu'il s'appelle Marc Giron.
Et donc, quand les Allemands arrivent pour vérifier un peu les papiers, etc., ben évidemment, il a extrêmement peur. Donc, mais bon, ça se passe bien, le train repart. Et lui, dans un moment comme ça, un peu de panique, pour un peu se venger, il écrit sur un petit bout de papier « Mort aux Boches » et il plie le petit papier, il le met derrière dans la banquette. Et toute la guerre, il a pensé à ce petit bout de papier et en espérant que personne n'a été pris par un nazi à cause de lui. Voilà, tout ça pour raconter l'histoire de mon mari, Gilles Ozer, qui nous relatait souvent ce petit moment. Donc c'est le petit-fils de Lionel Ozer qui, de son côté, faisait un peu comme dans vos familles, à un moment donné, l'inventaire de tout ce qu'il y avait chez eux. Et donc ça part évidemment de meubles, de napperons, de petites cuillères, de tableaux, de livres, etc. Mais jusqu'à très récemment, on ne connaissait pas cette histoire, puisque très souvent dans ces familles, c'est le silence qui s'impose. Donc Lionel, poussé un peu par ses enfants qu'on vient de voir ici, François et Daniel, se décide à quitter Paris et les rejoint dans le sud. Donc les parents de mon mari, Daniel et Lucienne, eux, nous racontaient très souvent comment ils ont passé la ligne de démarcation à pied avec leurs petites valises. Il y a beaucoup de péripéties autour de ça. Donc c'est des petits... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce tableau s'appelle La Madeleine. Et que finalement, tout ce qu'on a fait comme travail depuis un certain temps, c'est un travail de mémoire un peu éclaté. Dans les familles, chacun a un petit bout et on ne fait pas très attention finalement à ce qu'on nous raconte, on ne cherche pas à faire le lien. Et finalement, donc cette famille se retrouve à Montpellier, se retrouve dans le sud. Le petit Gilles, il se retrouve dans une ferme, je ne sais plus trop où, parce qu'il nous l'a dit souvent, mais on s'en fichait quand il nous le racontait. C'était une histoire, ce n'était pas un drame vraiment, puisqu'il le racontait aussi peut-être simplement. En tout cas, on sait, grâce aussi à Linette qui écrit son journal, qu'un jour, à Montpellier, donc Lionel et Jeanne s'étaient réfugiés dans un hôtel. Ils reçoivent une lettre mystérieuse, on ne sait pas ce que c'est. Ils se retirent tous les deux. Ils reviennent 5 minutes après et ils disent en espagnol, parce qu'ils parlaient aussi espagnol, « Il ne s'est rien passé ». Et donc la famille entre dans un chape de plomb. Voilà, drame. Lionel est un cousin de Marcel Proust et de Bergson, donc les histoires de mémoire, quelque part, sont importantes dans cette famille. Et il vit pendant la guerre, ils arrivent à vivre pendant la guerre grâce aux lettres de Proust à son banquier, puisque Lionel Ozer était le banquier de Proust, donc lettres manuscrites qu'il a vendues à une université américaine. Et donc le livre existe aujourd'hui, lettres de Proust à son banquier. Donc ce matin, quand même, pour préparer ça, je ne suis pas que je suis une bonne élève, mais quand même, je me suis dit, il faut être plus précise. Ce matin, j'ai regardé, je me suis dit, il avait 8 ans, donc c'était en 42. Qu'est-ce qui se passe en 42 en France? Eh bien, c'est grave ce qui se passe en 42 en France, puisque en mars 42 commencent les premiers convois, parce qu'en 42, on impose l'étoile juive, parce qu'en 42, en juillet, c'est la rafle du Veldiv, et parce qu'en 42, vous l'avez aussi vous précisé dans vos histoires familiales, c'est grave, ça chauffe et il faut vraiment partir. Donc c'est aussi à ce moment-là que Lionel et Jeanne s'en vont, et donc c'est une année de bascule. Et c'est vrai que j'ai lu par ailleurs, alors j'ai lu après coup, que c'est aussi en 41-42 les années les plus prospères pour les marchands d'art.
C'est-à-dire qu'à Paris et à Nice se précipitaient tous les acheteurs pour acheter des œuvres. Donc c'est vrai que la traçabilité que vous avez réussi à faire, elle intéresse tout le monde. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, d'où ça part, où ça va, par quel circuit, etc. Donc on est dans une famille où le silence règne, une mémoire endormie, et 2018, un coup de fil d'un marchand d'art nous réveille. Carrément. Ah ben, carrément, puisque, enfin, peut-être on ne savait même pas qu'on était endormi, mais en tout cas, la mémoire était alors, voilà, bien refoulée. Donc, voilà, on nous apprend tout d'un coup qu'un tableau est là. Donc c'est un coup de fil d'une maison de vente. Exactement, c'était une maison de vente. Ils nous apprennent donc l'existence de ce tableau et ils cherchent à savoir si on est bien la famille de Lionel Ozer, etc. Bon, un peu comme vous, on démarre une négociation puisque vous n'attendez rien, tout d'un coup un coup de fil vous dit il y a un tableau, on peut faire 50-50. Voilà, on se dit il pourquoi vous propose pas. Là une négociation financière, c'est-à-dire de vendre ce tableau et de vous donner la moitié du gain de la vente. Exactement, c'est-à-dire c'était très clair. Une fois la commission de la maison de vente. C'était très clair, c'était un marchand qui vendait un tableau, qui ne nous raconte pas trop le contexte et qui propose 50-50. Bon, alors on se dit, ça c'est pas mal, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, d'où ça vient? Et donc la famille commence à se téléphoner en se disant, bah, t'es au courant? Bah non, je sais pas, enfin bon. Il se trouve qu'il y a eu une pause, c'est-à-dire que la personne qui nous téléphone quelque part disparaît et ça reprend en 2019 avec d'autres personnes de cette même maison de vente qui est à Londres. Et évidemment, on ne nous dit pas à qui appartient le tableau. Moi, je dis très clairement, vous comprenez bien que c'est important pour nous de savoir qui est aujourd'hui le propriétaire du tableau. Si c'est Madame Göring, c'est pas la même chose que si c'est Madame Schmidt. Et donc, on a besoin d'avoir des éléments. Enfin bon. Donc, on rentre dans une négociation de marchand de tapis. À l'époque, c'est mon mari qui mène avec son cousin cette négo. Ça n'aboutit pas, puisque là, on se retrouve vraiment confronté avec un langage très commercial, marchand, froid, et de l'autre côté, une émotion un peu plus familiale. Et donc, du coup, on a aussi eu le temps de se rendre compte de qu'est-ce que c'est que ce mot de spoliation. Moi, je n'avais jamais entendu parler de spoliation. Et donc, on se renseigne, on apprend qu'il y a une loi, on apprend qu'on n'est pas les seuls, on apprend, on commence à comprendre toute une histoire. Donc on n'arrive pas à se mettre d'accord avec ces marchands et on décide donc de se lancer dans un procès qui prendra 5-6 ans. Alors peut-être qu'il faut préciser, donc vous décidez d'engager une action en justice en France, alors que c'est une maison de vente et que la vente est prévue, le tableau est en Angleterre, et que la vente est prévue en Angleterre. Exactement. Néanmoins, on décide de lancer cette procédure en France, puisque le tableau était en France, la famille vit en France, Lionel est mort en France, il vivait en France, donc c'était ça les arguments. Alors il faut savoir, mais moi je ne veux pas rentrer dans les détails puisque je suis incapable de le faire, mais notre avocate est là, elle pourra en parler. C'est pas tout à fait les mêmes lois, bien qu'il y ait une loi internationale qui devrait être la même pour tous. Il y a des nuances entre la France et l'Angleterre. Donc on confie ce travail à une jeune avocate. Et on a la chance, donc elle est là, mais je voudrais qu'elle parle de ce procès, parce que moi, je ne peux pas le faire aussi bien qu'elle. Et donc, je crois que ça a été vraiment une de nos chances, c'est-à-dire que face à un vieil avocat qui était quasiment à la retraite et qui savait tout ce qu'il fallait faire pour que ça dure le plus longtemps possible, chemin faisant, mon mari est mort d'ailleurs. On a une de ses cousines qui est assez âgée et qui aurait pu le devenir. Et donc on voit que c'est toute une procédure d'usure des familles, c'est toute une procédure de gagner du temps.
c'est tout un... Alors nous, on est un peu innocents, on débarque, on ne sait rien du tout, personne ne nous aide, mais on a le talent et la force des... Alors moi, je pense que c'est très important dans ces histoires, c'est que la jeune génération, les trentenaires notamment, ils ne sont pas porteurs de la même lourdeur que nous, je vais dire. Ils n'ont pas ce poids je sais pas, de la honte, on ne veut pas se rentrer là-dedans. Et ils ont au contraire un peu une force guerrière. Et donc cette jeune avocate qui démarre sa carrière se retrouve avec un vieux de la vieille. Hein. Et avant de vous dévoiler la fin de l'histoire, peut-être vous voulez qu'on... montrer ce que vous avez trouvé sur lequel aussi, enfin voilà, qui permet d'attester, hein, par exemple cette lettre manuscrite de la main hein, de Lionel Hauser, qui est là aussi une liste qui récapitule l'ensemble de ses biens, où il mentionne, de mémoire, c'est au milieu de la page, un tableau de choses, un portrait du père, un portrait de femme, un tableau de Grimou, un tableau de Van der Werf, le fameux, d'une vieille femme, enfin bref, un certain nombre de choses. Oui, et puis le tableau était dans ce qu'on appelle le registre des biens spoliés. Donc c'était clair. Et il dit quelque part à la fin, parce que dans son inventaire, il termine par 150 tableaux que je reconnaîtrais au premier coup d'œil, mais qui ne prend pas la peine de décrire. Voilà. Et là, c'est... Alors là, c'est donc la lettre, vous voyez, le 21 février 1945, Raoul Gros-Piron, qui est donc le déménageur, qui écrit qu'il est désolé, mais qu'il n'a rien pu faire contre les nazis qui sont venus vider le garde-meuble. Alors tout ça, on ne le savait pas. Tout ça, on ne le savait pas du tout. C'est-à-dire que à la fois ce travail juridique est très, est insupportable, est très usant, très difficile, parce qu'on nous demande des documents, de faire des preuves incroyables. Par exemple, Lionel et Jeanne ont eu 2 enfants morts assez jeunes, dont un à 4 ans, et ils nous demandent de prouver qu'ils n'ont pas d'héritier. Ça paraît évident. Bon, donc ça c'est voilà. Et donc ce travail nous oblige aussi à faire un travail de mémoire d'une certaine manière. Ça c'est le côté intéressant, puisqu'il faut chercher des documents pour ce qu'il faut. Alors on n'était peut-être pas aussi perspicace, on n'est pas allé jusqu'au Monument Men, mais peut-être qu'il est quelque part dans cette liste aussi. En tout cas, à un moment donné, on en a marre. Et donc, c'est ma fille qui a cette idée de dire il faut qu'on passe à autre chose, on va en parler à la presse. Peut-être que ça les intéresse et peut-être que ça peut faire pression. À ce moment-là, il y a 2 articles magnifiques qui sortent, un dans le Parisien et un dans le Monde. Et là, ça a été un tournant, puisque grâce à l'article du Monde, le responsable des archives du ministère des Affaires étrangères, pratiquement le lendemain, nous envoie la copie d'un dossier qui contient toutes les feuillets que vous venez de montrer. Et donc c'est une espèce de trésor qui sort des archives, c'est-à-dire écrit de la main de Lionel. On l'imagine, Jeanne et lui, en train de faire la liste de tout ce qu'il y avait chez eux. Et puis on trouve cette lettre et de Gros-Piron, et on imagine que c'est une des lettres de Gros-Piron qu'il a dû recevoir quand il a eu ce choc sur « il ne s'est rien passé ». Alors, ce qui est moi, je voudrais bien que, si ça t'embête pas, Charlotte, ça vous embête pas? Rien ne m'embête. Non, mais parce que c'est important. C'est la preuve. Je crois que c'est peut-être finir, parce que c'est aussi important après de donner là, mais juste finir peut-être. Et c'est, je pense, ce dont vous vouliez parler, donc sur le jugement rendu. Voilà. Le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris. Voilà. Parce que ça, je crois que c'est important, parce que c'est une jurisprudence, parce que c'est une première fois où clairement, il est statué qu'on doit rendre un tableau à quelqu'un qui a été spolié. Alors, ce qui est intéressant, on l'a su après, c'est qu'on avait en face de nous les mêmes. C'est-à-dire, vous avez eu le même avocat de
partie adverse, on va dire, le même marchand. Voilà. Et nous, on n'a pas accepté les négociations jusqu'au bout parce que le ton sur lequel ça se faisait ne nous plaisait pas du tout. Donc, il y a un jugement qui est important. Et ce qu'on a aussi découvert, c'est d'autant plus important que dans sa plaidoirie, l'avocat de la partie adverse, ce qu'il cherchait à faire, c'est à démonter la loi de 1945, à montrer qu'elle était désuète, ou je ne sais pas comment on peut dire. L'ordonnance du 21 avril 1945, voilà. pour être précis. Donc lui, sa plaidoirie, c'est que cette loi devait être foreclose. Et ce qui est très grave, ça veut dire que plus personne ne pouvait faire quoi que ce soit autour des spoliations. Alors, donc, je ne sais pas. Oui, peut-être que pour conclure, et après on va donner la voilà, parole alors à la pour salle conclure, et également, ouais, si okay. vous le souhaitez, à Charlotte. Alors voilà, l'histoire se termine bien. Moi, voilà, j'ai voulu finir par cette image un peu sympathique. Et qui est aussi transgénérationnelle, voilà, où on voit de la famille réunie autour donc, de la Madeleine pénitente. Donc c'est la Madeleine de Lionel. Et du coup, aujourd'hui et maintenant, c'est vrai que on a la chance d'avoir un petit tableau qui ne vaut pas une fortune, mais qui a une valeur de symbole très, très forte. Et donc, ce qu'on a envie de faire, nous, c'est de trouver des soutiens pour en faire le récit, c'est-à-dire que faire une exposition, par exemple, parce qu'en partant de cette petite Madeleine, comme vous le savez, et comme l'a démontré Proust, on rentre dans plein de choses, la tête s'ouvre, etc. Et donc on peut connecter à plein d'autres histoires. Et donc l'idée, c'est, en partant de ça, d'arriver à raconter quand même tout ce qui est autour des spoliations, parce que l'art, c'est important, et c'est un symbole très fort. Donc voilà, on a envie de faire une expo, on a envie d'écrire autour de ça, et voilà, c'est tout. Merci. Vous avez compris qu'on a envie. Bien, peut-être que c'est le bon moment de donner la parole au public, de vous laisser poser vos questions. Et évidemment de vous remercier. Alors... Bonjour. Alors, je suis désolé, j'ai pas retenu les noms. Vous, madame, qui avez parlé en deuxième, vous avez dit qu'il y avait 10 œuvres de votre père qui étaient conservées donc, dans un musée à Jérusalem et qu'il y en a 4 que vous avez réussi à récupérer. C'est bien ce que j'ai compris. Mais alors, qu'en est-il des 6 autres? Est-ce que vous êtes déjà allé les voir? Et ces œuvres sont considérées comme spoliées, j'imagine, puisqu'elles ont atterri là-bas suivant un circuit, on va dire, administratif, on va dire au moins américain, qui les a déposées là-bas. Comment se fait-il que... vous n'avez plus de nouvelles, si j'ose dire, de cela? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. La question, c'est où sont les œuvres qui étaient arrivées à Jérusalem, c'est ça? Oui, enfin les 6 que vous n'avez pas récupérées. Oui, alors, c'est ça. Donc 3 ont été restituées à mon père, 1 à moi. Et dans l'inventaire, je ne sais pas où sont les autres, dans l'inventaire du musée, en face de certaines œuvres, il est écrit exchange, etc. Donc il semble qu'en Israël, comme ça s'est passé dans tous les pays du monde, il y a eu ce qu'on a appelé le coulage. C'est-à-dire que les œuvres spoliées, quand elles ont été récupérées par des musées qui n'avaient pas les moyens, il faut se remettre dans l'époque, quoi. Ils s'en sont pas occupés, enfin ils n'ont pas restitué. Donc je me dis que sur le marché, elles peuvent réapparaître. Elles peuvent réapparaître sur le marché. Mais je ne sais pas. Par définition, je n'ai pas d'informations. Et simplement, j'ai alerté les responsables. Mais je n'ai pas d'informations. Oui, il y avait une question au deuxième rang. Qu'est-ce que c'est exchange?
Oui, oui, parce que ça s'est beaucoup fait pendant la guerre, hein, même pour des grands tableaux de maîtres. Ils échangeaient, par exemple, lorsque c'était les Allemands, ils échangeaient des tableaux modernes qu'ils considéraient comme être dégénérés pour, par exemple, au jeu de paume, on sait qu'ils échangeaient un Picasso contre un Poussin, contre un, etc. J'en ai un petit peu plus, à savoir qu'il y a des noms de personnes. Mais ces personnes, je ne les connais pas, c'est des noms assez communs. J'ai rencontré notamment une personne qui avait travaillé au musée dans les années 50 et qui s'appelle M. Yona Fischer, qui est connu de tous les historiens de l'art parce que c'était un conservateur du musée d'Israël. Et je l'ai interrogé, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Il m'a dit on n'avait pas beaucoup de moyens, on a reçu des milliers d'objets, d'œuvres, etc. Et il y avait des gens qui rôdaient autour du musée. Donc il devait y avoir des gens qui faisaient un petit peu de business autour de ça. Mais je n'ai pas de preuves. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai trouvé, oui, très intéressante cette carte. J'aimerais la prendre en photo parce que je pense qu'elle peut rendre service à d'autres personnes. Sylvie, est-ce que vous donnez l'autorisation que cette personne photographie votre schéma ? Oui, enfin, je l'ai fait faire par un professionnel parce que je n'étais pas capable de faire ça. Mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Je me demandais, à part le cadre législatif et réglementaire, quel rôle a joué l'État dans vos différents parcours pour la restitution ? Est-ce que vous avez été accompagné ou est-ce que vous êtes senti au contraire un peu seul dans ce chemin-là ? Peut-être juste en préambule, puis je vais vous laisser répondre. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans les deux présentations, que ce soit celle de Gilbert Hauser, celle de la famille de Chana Orloff, les ventes avaient lieu à l'extérieur du territoire français. Je tiens vraiment à le préciser. Non, on n'a reçu aucune aide. En fait, on était bien seuls. Je pense que maintenant, on aurait peut-être un peu plus, avec cette expérience, on passerait peut-être par d'autres chemins, on irait plus directement là où il faut aller. Mais non, on a beaucoup ramé, si on peut dire. Et c'est que, voilà, pas d'aide particulière. Oui, alors quand même, il faut préciser que David Zivie et la mission nous ont aidés dans la restitution. Donc le ministère de la Culture. Voilà, non, pas à la fin, même au début. On a cherché ensemble une solution, absolument. D'ailleurs, dans les locaux même du MAJ, d'ailleurs. Et donc, non, le ministère de la Culture nous a aidés à trouver une solution, de fait. Cette solution n'a pas abouti, mais elle a été proposée. Donc, non, nous, on était plutôt seuls. Dans notre petit couloir. Alors, chemin faisant, c'est vrai qu'on a rencontré des personnes, on a rencontré petit à petit, on a lu des livres, d'autres familles. Donc, on les a rencontrés, on a discuté. On a rencontré M. Salmona, on vous a rencontré, on a rencontré M. Zivie, etc. Mais c'était, je veux dire, en parallèle à notre histoire. C'est vrai que c'est une histoire privée, en fait. C'est un tableau privé sur un marchand qui est à Londres, etc. Donc l'État n'est pas trop dans cette histoire. Nous, à la fin de ce parcours, qui est quand même un parcours d'obstacles assez rude, on se demande, et donc moi je suis poussée par ma fille qui m'en fait ci aussi, justement de faire quelque chose, peut-être une association de médiation pour aider les familles
dans ce parcours. Moi, à chaque fois que j'en rencontre et à chaque fois qu'on se parle, d'abord, ça nous fait du bien, parce qu'on a vécu un peu les mêmes choses. On se rend compte qu'on a un peu une même trame, et que le fait de mettre ça ensemble, vous avez fait, vous, cette belle carte, par exemple, vous avez l'expérience new-yorkaise et tout ça, ça peut aider d'autres familles à avancer, s'il y en a encore... Parce qu'autrement, il y a une espèce quand même d'omerta sur ce qui se passe. Les marchands n'ont pas envie qu'on parle de leurs négociations. Enfin bon, c'est quand même un milieu un peu du secret aussi. Si je peux apporter... Pardon, je voudrais rajouter une chose, c'est que... Bon, il y a l'affaire de Didi, mais depuis, on a travaillé aussi beaucoup avec la mission qui a vérifié toute la liste des œuvres spoliées, qui a pu... indiquer sur certains sites internet comme Lost Art les sculptures qui avaient disparu, et dorénavant ça va être une aide très précieuse pour retrouver des sculptures en fait. Oui, si je peux compléter ce qui a été dit, je crois qu'il y a une prise de conscience progressive. Tout à l'heure j'ai cité en introduction le musée disparu de Feliciano en 85 qui est arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages pour les conservateurs des musées à l'époque. Enfin, moi, j'en ai été témoin. On n'avait pas du tout conscience du problème. Après la fin de la commission de restitution, les choses étaient rentrées dans l'ordre. Et on pensait même, d'ailleurs, que le problème était juridiquement réglé, ce qui n'était pas du tout le cas. Et les choses ont été progressives. On s'est d'abord occupé des musées nationaux récupération, plus ou moins bien. Il y a eu une exposition hommage après le rapport d'Isabelle Lemann de Chermont et Didier Schulman dans le cadre de la commission Matteoli sur les MNR spoliés, donc les musées nationaux récupération spoliés, ces tableaux qui sont gardés par les musées nationaux. Il y a eu une exposition ici. Moi, je dis toujours qu'elle aurait dû avoir lieu au Louvre ou au musée d'Orsay, mais elle a eu lieu ici, ce qui était mieux que rien, et au musée d'Israël. Et puis, progressivement, on voit, il y a eu le rapport de David Zivy, puis il y a eu la création de la mission, et puis l'aide que maintenant la mission vous apporte. Je pense que vous êtes tout à fait légitime à demander l'aide de l'État. Encore faut-il que... et il y a une conscience, je crois, progressive, qu'on voit aussi dans nos réflexes de conservateurs. Quand nous acquérons des œuvres, on est beaucoup plus... rigoureux probablement qu'on ne l'était il y a 40 ans ou 39 ans sur la provenance des œuvres. En tout cas, ici, Hommage, on est on fait très attention à ça. Je crois que c'est important de le dire. Je voudrais juste ajouter une autre chose qui vient compléter le dossier qu'a présenté Sylvie Arburger, c'est qu'on a un fonds assez important Hommage qui vient du YIRSO, du Jewish Successor Restitution Organization que vous avez cité tout à l'heure. Vous pouvez le voir dans les combles, dans les salles du 2e étage. C'est une vitrine avec des judaïcas relativement médiocres qui sont épouvantablement difficiles à tracer, probablement impossibles à tracer. Je crois qu'on peut parler d'objets orphelins. Et dans ce lot, donc c'est à peu près 110 ou 120 pièces, il y avait un sac à châle de prière qui a été montré dans l'exposition juive d'Algérie et que l'arrière-petite-fille du propriétaire de ce châle de prière a reconnu. En l'occurrence, il s'appelait Léon Lévy-Valencin, c'était un juif algérien, enfin un juif d'Algérie, pardon, et il y a pu y avoir restitution de ce sac. Et dans la foulée, et j'en parle parce que ça montre qu'il y a une prise de conscience progressive et un travail qui peut suivre. Notre collègue Claire de Comps a étudié le reste du fond. Dans le reste du fond, il y avait 4 bandelettes de Torah. Des mapotes, donc c'est une tradition rhénane, alsacienne en particulier, mais là en l'occurrence on est de l'autre côté du Rhin. Et comme il y a le nom de l'enfant qui est brodé sur ces bandelettes, en recoupant ces informations, ce qui a été un assez long travail dans des bases de données généalogiques, elle a retrouvé les synagogues, Würzburg en l'occurrence, pour lesquelles elles avaient été confectionnées et auxquelles elles avaient été données. Et donc on va faire en sorte de les restituer au musée juif de Würzburg en l'occurrence. Puis le dernier point que je voulais ajouter, c'est que j'ai effectivement constaté ça comme vous, madame, à savoir que manifestement l'avocat de Christie's, il faut nommer Christie's, je pense que c'est important, cherchait à démontrer que l'ordonnance de 45 était caduque, je crois qu'on peut le dire comme ça. Ce qui est évidemment... De mon point de vue de citoyen, proprement scandaleux.
Sylvie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose sur la question « Avez-vous été aidé ?» Moi, la question qui me peine, c'est que mon père n'a pas été aidé. C'est-à-dire qu'à l'époque où il était normal que les familles, comme nous l'avons dit tous les trois, élaborent la liste de ce qu'on leur avait volé, à la fois en bien, depuis les petites cuillères jusqu'aux œuvres d'art, à ce moment-là, je pense que les artistes n'ont pas été considérés par le ministère des Beaux-Arts de l'époque en tant que tels. Et donc, on les a laissés seuls. Et moi, j'ai trouvé des lettres, effectivement, où parce que mon père écrivait tous les 3 mois à la commission de récupération artistique, à monsieur Albert Enrault, en l'occurrence, et j'ai retrouvé des lettres où Rose Valland, en l'occurrence, lui dit « Bon, ben, à partir d'aujourd'hui, l'affaire échappe à la compétence de mon service. Il faut vous adresser à l'OBIP. » Donc là, on laisse un artiste qui, par définition, est absolument dans le besoin, puisqu'il a tout perdu, on lui dit « débrouillez-vous pour retrouver vos œuvres ». Alors que je pense que dans ces années 50, il était plus facile, en quelque sorte, d'avoir accès. Si les œuvres circulaient, c'était moins loin, quoique aujourd'hui, 75 ans après, c'est chercher, enfin je veux dire, c'est très très difficile. Donc c'est un petit peu ça ma première observation, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, on a eu grâce à des séminaires à l'Institut national d'histoire de l'art des conservateurs actuels des musées qui disent « Ah ben oui, on a oublié, après le 1950, on a oublié cette histoire de spoliation ». Mais les artistes et les familles n'ont pas oublié. Donc ça, je pense que c'est important qu'on puisse le dire. La deuxième question, et je rebondis sur ce que vous avez dit, M. Salmon, à propos du Girso, ce que j'attends aujourd'hui de la mission de David Zivie, il le sait très bien, c'est qu'il y ait des recherches sur les archives du Girso. Parce que là, effectivement, on comprendrait, je pense, un petit peu quelle a été la logique d'intervention du Girso, comment ça se fait qu'ils n'ont pas restitué des œuvres qui étaient parfaitement identifiées et déclarées par les familles dans le répertoire des biens spoliés. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, on n'a pas dit « Ah ben oui, ce tableau d'Arburger, ben, il appartient à Arburger ». Là, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. C'est le début des années 50. Et moi, j'aimerais bien que dans les archives, on aille fouiller un petit peu plus pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Ma question est à propos des œuvres d'art spoliées. Il était paru un article dans Le Monde disant que, sous la direction de M. Rosenberg, il y avait une pièce dans les sous-sols qui était fermée à clé et qui contenait toutes les œuvres d'art spoliées qui n'étaient pas exploitées par le musée. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Il faut les... Non, Complètement. Oui, c'est faux? C'est une légende urbaine. Enfin, mais c'est pardon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre d'art spoliée au Louvre? Si, mais je vous réponds. Pardon, mais j'ai travaillé dans cette maison pendant 13 ans, donc je vais essayer de défendre son honneur. Il y a de très nombreux musées nationaux récupération, c'est-à-dire des œuvres qui ont un numéro d'inventaire qui démontre très clairement qu'elles n'appartiennent pas aux collections publiques et qu'elles ont été confiées à la garde des musées nationaux. Mais elles ne sont pas cachées, certaines sont même exposées. Hein. Et il y en a au Louvre, il y en a au musée d'Orsay, il y en a au Centre Pompidou, et il y en a dans des musées en région. Il y a même une présentation permanente au Louvre. Voilà. Et le recrutement de personnes, de chercheurs de provenance dans l'équipe. Donc on ne peut pas... Alors maintenant, il y a un chercheur de provenance au Louvre, il y en a un à Orsay, mais par ailleurs, c'est complètement aux antipodes de l'éthique d'un Pierre Rosenberg que nous connaissons bien ici, qui est membre de notre conseil d'administration, que de cacher les œuvres spoliées. Très honnêtement... Autant, je crois qu'il faut admettre, les conservateurs doivent admettre qu'après la fin de la commission de récupération, ce que vient de dire Sylvie Arburger est très juste.
ils sont passés à autre chose. Bon, et il a fallu que d'autres les réveillent, et légitimement, et le réveil a été douloureux, et vous avez raison, mais personne n'a jamais cherché à cacher des œuvres spoliées dans les musées nationaux. Hein. C'est vraiment, je crois qu'on peut être catégorique là-dessus. Ou alors, sinon, il faut l'argumenter avec des preuves concrètes, quoi. Je veux dire, on ne peut pas se contenter de on dit, voilà. Je voulais ajouter quelque chose. Alors, c'est pas sur les œuvres spoliées. Je voulais dire que même pour l'État français, c'est pas toujours évident de récupérer des œuvres aliénées. Hein, je voulais le dire. Moi, j'ai connu ça au ministère. Et donc, je comprends les difficultés que vous pouvez avoir pour retrouver les traçabilités. Moi, je pense il y a un morceau de Jubé de Chartres, il y a un morceau de la colonne Vendôme et autres. Il y a des gisants de tombeaux de ducs de Bourgogne, dont certains sont même dans des musées aux États-Unis. Et je peux vous dire que c'est encore un combat pour l'État lui-même de les récupérer. Voilà. Ça peut vous dire que c'est un combat général à tous, quoi. Voilà. Bien, puisque le temps presse, une dernière, peut-être, pardon, David Zivie. Merci, je suis David Zivie du ministère de la Culture. Simplement pour compléter, en effet, les réponses d'Éric Jusman, de Paul Salmona. En effet, que lorsque les ventes ont lieu à l'étranger ou que l'œuvre est détenu par un galeriste ou une maison de vente à l'étranger, l'État n'a pas de pouvoir très, très grand, on n'en a pas. Simplement, alors on a pu, comme le rappelait Éric Jusman, tenter, avec Paul Salmona ailleurs, de trouver une solution qui n'a pas abouti, mais il y en a eu une autre. Et il nous arrive quand même assez fréquemment, de plus en plus souvent, d'essayer justement de travailler aux côtés des familles pour faire pression avec les limites qui sont les nôtres sur des propriétaires privés, des maisons de vente surtout, celles que vous avez citées ou d'autres. Et on a justement un cas en ce moment, je ne peux pas vous en dire plus, mais d'un tableau qui a été vendu il y a quelques années par une maison de vente, à laquelle nous avons dit, vous avez vendu une œuvre spoliée, qu'est-ce que vous faites maintenant? Et la famille est derrière et attend. Voilà, donc on peut au cas par cas tenter. Et par ailleurs, dans le même temps, nous faisons des recherches, mais on en dira un mot dans un instant dans le podcast, sur les œuvres qui ont disparu. La France indemnise aujourd'hui encore, si ça n'a pas déjà été fait, les familles spoliées pour les spoliations intervenues pendant l'occupation. Et nous travaillons avec certains d'entre vous sur ces collections encore disparues. Une dernière question. Alors, peut-être si l'avocate de la famille Hauser peut prendre simplement la parole si elle le souhaite pour compléter. Troisième rang. Bonjour à tous. Je veux bien compléter, mais sur quel point je ne sais pas trop. Sur la... Alors, il y a eu une question qui a été posée à la Cour de cassation, en effet, pour savoir si après l'entrée en vigueur de la dernière réforme de la procédure d'appel, cette ordonnance n'était pas devenue en effet caduque parce que la réforme de la procédure d'appel avait supprimé la procédure qui permettait de faire ces actions, qui était la procédure de référé. Enfin, c'est un peu technique, désolé. Et c'est venu instaurer une autre procédure, la procédure accélérée au fond. Donc comme la procédure initiale s'est retrouvée supprimée, en effet, il y a eu une question qui a été posée à la Cour de cassation de savoir si cette ordonnance pouvait toujours s'appliquer. Et la Cour de cassation, heureusement, a rendu un avis en disant que c'était dans l'esprit de l'ordonnance que ça soit facile à mettre en œuvre et à appliquer et rapide, et donc que la suppression de cette procédure n'avait pas vocation à supprimer la possibilité d'introduire ces actions. On n'aurait plus de moyens de pouvoir récupérer ces œuvres, parce que la spécificité de cette ordonnance est que toutes les ventes intervenues à compter de la spoliation sont nulles. Donc, ce qui permet de récupérer ces œuvres. Il y a une imprescriptibilité à partir du moment où la personne spoliée a fait certaines démarches après la guerre, dans des délais encadrés. Donc, il faut quand même que la personne ait déclaré l'œuvre spoliée et contacté les différents organismes de l'époque
dont la CRA, etc. Donc c'est quand même encadré et ça limite le nombre d'actions possibles. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question, peut-être au premier rang, parce que je crois que monsieur voulait rebondir sur la proposition de Gilberte Caronzer. Je voulais rebondir sur l'appel de Gilberte Caron, qui nous a fait toucher du doigt que autour de cette table et dans cette salle, il y a une richesse extraordinaire de know-how, d'expertise en la matière, que le dossier des restitutions, le dossier des spoliations, c'est hélas un dossier avec lequel il va falloir vivre encore longtemps. Il ne faut pas que ça s'arrête à une manifestation aussi riche, aussi importante que celle d'aujourd'hui. Et je crois que votre appel, Madame Caron, devrait être suivi de manière à ce qu'il y ait une adresse pour l'ensemble de ces projets-là, de manière à ce que les chercheurs, les peintres, les artistes, etc., ne se retrouvent plus seuls comme ils l'ont été dans le passé et qu'ils puissent plus tard trouver une porte à laquelle taper. C'est donc le vœu que je formule. Merci, monsieur. C'est je crois, une belle conclusion à cet échange.